l'enregistrement, s'il te plaît. Merci. Et Patricia, je te laisse Ok, la parole. merci beaucoup à tout le monde d'être venu. Et puis, donc, Jérôme va nous présenter, c'est le troisième webinaire sur les données. Et donc, celui-là, il s'intitule Sciences ouvertes, données ouvertes, hein. C'est ton troisième, voilà, ton troisième webinaire. Et puis, si, voilà, tu fais ta présentation. Après, on a quelques questions. Et merci beaucoup, Jérôme. Merci Patricia. Donc bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est comme le disait Patricia, le troisième webinaire d'un cycle que j'ai eu le plaisir de présenter durant ce printemps 2025. Il s'agit pour moi de vous présenter tout ce qu'il faut savoir pour comprendre les enjeux liés aux données de recherche. Et en premier lieu, l'idée, c'était de pouvoir contribuer à faire progresser la culture générale sur ces questions, former aux bonnes pratiques, sensibiliser à la science ouverte, ça va être le cas principalement aujourd'hui. Et pour rappel, ces webinaires ont été conçus pour être vraiment ouverts à tous, quel que soit le niveau d'entrée, le niveau de connaissance initiale. Donc peut-être que certains d'entre vous ont déjà un certain nombre d'informations en tête, mais voilà, on va essayer de tout mettre en revue pour que ça puisse enfin, être aussi utile à ceux qui démarrent. Donc nous voici arrivés au troisième webinaire, le dernier du cycle consacré donc à ces données de recherche. On a essayé à chaque fois de saisir les enjeux, notamment au travers d'illustrations marquantes issues de l'histoire du numérique. Quelques petits rappels tout d'abord avec ce qu'on avait évoqué lors du premier webinaire. Nous étions partis de la définition de ce que sont les données. Ce sont des renseignements, avant tout, qui servent comme point d'appui, notamment dans votre cas, à une Euh, recherche. Jérôme, Oui. euh, est-ce que tu as, des slides ou pas? Ah mince. Oui, on n'a pas le. C'est pas partagé. Ouais. Ça, ça a sauté. Pardon. On recommence alors peut-être du début. Je vais recommencer. Donc, ce que Voilà, c'est bon. j'évoquais, hein, c'était mes objectifs généraux, qui sont de contribuer à faire progresser la culture générale sur ces sujets, favoriser et former aux bonnes pratiques, et aujourd'hui, particulièrement à la science ouverte. Donc, nous sommes arrivés pour ce troisième webinaire à la question de la science ouverte. Mais je voudrais d'abord faire quelques rappels, notamment une définition que nous avions vue dès le premier webinaire sur les données, qui sont avant tout des renseignements, des informations qui servent de point d'appui à vos recherches notamment. Cela nous avait conduit à suivre comme fil conducteur à la fois l'histoire des technologies de l'information et de la communication, notamment l'informatique et les télécoms, mais aussi la logistique informationnelle que vous voyez à droite, qui décrit les choses de manière un petit peu plus dynamique et permet de comprendre finalement comment la donnée, elle va devenir information puis connaissance en fonction d'un long parcours de traitement, de circulation, de diffusion de cette donnée. Mais c'est surtout la base de vos recherches. Les données, elles doivent être factuelles. C'est ce qui est nécessaire à vos travaux, à la production et à la justification de tous les résultats que vous allez produire. C'est pourquoi, lors du deuxième webinaire, nous avions insisté sur la nécessité de bien gérer ces données, notamment parce que beaucoup sont perdus, malheureusement, inutilisables parfois, inadaptés à vos questions de recherche. Et donc, c'est malheureusement encore le cas souvent. Et c'est pourquoi il faut travailler à une meilleure gestion de ces données. Lors du deuxième webinaire, nous avions du coup focalisé sur un certain nombre de points et d'étapes à avoir en tête pour bien gérer les données. Notamment, nous avions parlé de sécurisation, en différenciant stockage, sauvegarde et archivage de ces données. Nous allons revenir dessus aujourd'hui, et notamment sur les questions d'archivage. La question de l'accès à ces données était aussi un point que nous avions vu, et très fortement lié au choix de localisation de ces données. Sans aucun doute, là où nous avons sans doute collectivement à nous organiser, à nous améliorer, c'est sur l'organisation de ces données avec des principes que j'avais rappelés
au nombre de 5, la structure d'abord de l'organisation de vos données, le nommage, le versionnage, l'identification des formats, notamment pour qu'ils soient le plus ouverts possible, et puis la documentation, point sur lequel nous allons revenir aujourd'hui. Mais nous avions notamment rappelé que ces choix doivent être adaptés à vos besoins avant tout, et donc il n'y a pas de règles magiques, hein, c'est en fonction des cas, mais toujours avec un souci de durabilité et de performance. En premier lieu, celui de travailler collectivement. Alors pour illustrer l'importance de ce travail collectif, je vais nous replonger à nouveau un petit peu dans l'histoire des techniques et technologies, et en revenant effectivement à l'histoire des ordinateurs que nous avions précédemment croisés. Vous vous rappelez, hein, dans les années 50, des ordinateurs, il y a très peu de personnes capables de les faire fonctionner, peu de machines, souvent très chères, une programmation qui est progressivement devenue externe à la machine, mais qui était à l'époque, hein, dans les années 50 et 60, encore spécifique à chaque constructeur. Donc vous aviez une machine, sa programmation en dépendait. À l'aune des années 70, on a l'arrivée des mini-ordinateurs et là, effectivement, ça change un petit peu la donne. Nous avions vu notamment l'arrivée d'un certain nombre de choses comme le concept de bureau, les périphériques, les mémoires vives, les interfaces, les terminaux divers, mais surtout, c'est l'émergence à cette époque-là, dans les années 60, de langages de programmation et de logiciels. Et c'est sur ce point que je vais insister sur ce webinaire, avec notamment, là, vous avez le langage Fortran, qui est l'un des premiers langages, qui a d'abord été sur carte perforée, nous l'avions vu lors du deuxième webinaire, mais qui s'est mué en une série d'instructions écrites et interprétables. On en voit un exemple ici. Et ces deux notions qui vont apparaître et qui vont être centrales dans la présentation d'aujourd'hui. D'abord, le fait qu'il y a besoin d'interopérabilité, que le programme devient portable d'un ordinateur à un autre et justement soit interprétable par ces ordinateurs. Et puis, deuxième chose très importante que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'invention de ces langages de programmation. On en décompte plus de 8000 aujourd'hui ayant existé depuis les années 60. Et c'est l'espoir d'une démocratisation surtout, et l'usage de ces nouveaux mini-ordinateurs, micro-ordinateurs en dépend, hein, d'une certaine façon. C'est ce qui a permis de rendre les codes, les logiciels et les ordinateurs réutilisables d'une personne à une autre. Et donc, dès les années 70, on a finalement le début de ce qu'on va appeler le génie logiciel, voilà, avec des usages qui vont s'orienter dans plein de directions différentes. On ne fait plus simplement des calculs, hein, on développe des applications pour simuler des phénomènes, pour gérer des données d'entreprise, pour piloter des automates, pour concevoir aussi mécaniquement des pièces par ordinateur, etc., etc. Mais toutes ces règles, finalement, ça met le logiciel au cœur du réacteur, qui devient d'une certaine façon un produit de recherche en tant que tel. Et dès les années 70, on se demande déjà comment faire, comment on fait pour partager un code, pour que chacun, de son côté, on puisse encore bénéficier finalement des développements, des résultats réalisés par d'autres collègues. Et la solution, c'est de pouvoir finalement partager la même version originale, être capable de modifier cette version sans que cela n'empêche d'autres de le faire. Il s'agit de faire bénéficier toute une communauté de développeurs. Et dès lors, on va noter à ce moment-là un besoin crucial, c'est d'accéder à ces développements. Et donc, c'est une facilité, d'ailleurs, entre parenthèses, qui va être permise, qui va être améliorée, ou en tout cas facilitée par une approche modulaire de ces codes et ces logiciels, et une gestion agile en général de ces tâches. Mais dans les années 70, on n'y est pas, hein, puisque à cette époque, tout le monde n'a pas un ordinateur personnel, et les chercheurs pas plus que les autres. Les logiciels commerciaux sont encore fermés, la plupart non interopérables, sont souvent payants.
puisque bon, elles payent des développeurs pour travailler dessus, et donc il y a une certaine obligation malgré tout à avoir des ressources. Les ressources, elles sont encore finalement peu nombreuses. Et puis on a des logiciels qui naissent. On parlait de VisiCalc la précédente, lors du précédent webinaire. On peut parler aujourd'hui de MATLAB, de logiciels je dirais, de calcul que sans doute un certain nombre d'entre vous ont déjà utilisé. Bon, tout ça, c'est des logiciels qui sont finalement de cette époque, qui étaient payants, qui étaient cloisonnés comme des silos. Et si vous n'aviez pas MATLAB, vous ne pouviez pas faire tourner un code MATLAB ailleurs que sur ce logiciel. C'était pareil avec Mathematica, pour ceux qui ont connu Mathematica, etc. L'arrivée du web, fin des années 80, début des années 90, va évidemment changer la donne. On en avait parlé, le rendre gratuit et libre d'accès va faire effectivement émerger un monde un peu nouveau, avec celui du fait de permettre un partage bien facilité des résultats, notamment des personnels. C'était l'objectif de Tim Berners-Lee au CERN, de permettre de ne pas perdre le travail des doctorants et des post-doctorants qui passaient au labo et puis finissaient par partir. Et ce capital numérique était perdu entre-temps. Donc il y a eu une vocation déjà à l'époque finalement de garder une trace, de mettre à disposition et d'être capable de retrouver facilement, en tout cas de retrouver quelque chose d'accessible et gratuitement. Et dans les années 90, vous allez avoir une génération effectivement de moteurs de recherche qui vont être initiés. Et en l'occurrence, on parle de Yahoo, c'est l'un des premiers. Google est sans doute le plus emblématique encore aujourd'hui. Et les principes que nous allons étudier aujourd'hui se résument à cet acronyme, Findable, Accessible, Interoperable et Reusable, le fameux acronyme FAIR, qui va nous accompagner, notamment parce qu'au départ, il y a des objets à partager. Et ces objets, il y a des outils qui vont permettre de les partager, des entrepôts, des plateformes qui vont être dédiées à la sauvegarde, voire à l'archivage de ces données. L'acronyme parfaitement logique, c'est celui de Trust, puisqu'il s'agit là de pouvoir faire confiance. Et on verra qu'effectivement, ça nécessite un certain nombre de conditions. Et pour que la fusée soit équilibrée et complète, il faut qu'il y ait une raison d'être à tout ça. Et la raison d'être, c'est bien sûr l'éthique et l'intégrité scientifique. Dans notre société de plus en plus axée sur la connaissance, alors vous allez me dire ça dépend où, ces processus de validation, ces garanties d'honnêteté, de rigueur sont vraiment au cœur de toute activité de recherche scientifique, et depuis 2016 sont notamment intégrés aux écoles doctorales. De nombreux sujets sont imbriqués. J'en ai cité quelques-uns ici, comme la revue par les pairs, l'objectif de reproductibilité des résultats, le fait d'évaluer la recherche. C'est un vrai sujet de débat et de discussion, mais aussi le fait de pouvoir prouver de la primauté d'une découverte, ou même tout simplement de vulgariser des résultats. La transparence, l'accès aux données, ça prend une source assez loin dans le passé. Je vous ai cité ici la Déclaration des droits de l'homme, où il est mentionné clairement que chacun peut demander à connaître les fondements d'une décision publique. C'est notamment par les données publiques qu'on commence, avec une loi en 1978 en France, la loi CADA, qui justement va rendre possible à un citoyen de demander les données formellement. Et puis on crée aussi en parallèle un organisme qui permet de vérifier que les données, notamment les données des personnes, ne soient pas utilisées à mauvais escient. C'est la CNIL. Alors ça prend tout son sens à l'heure qu'il est, bien sûr, avec le big data, mais à l'époque c'était pas forcément évident. Mais néanmoins, à l'époque, plutôt au début des années 90, il y a un mouvement très très fort
à faire en sorte que les données soient accessibles et disponibles. Et c'est notamment pour les chercheurs une question pratiquement vitale pour répondre à des grandes questions. Et je note cette référence, je vous laisse noter cette référence qui date de 1995, qui marque vraiment un tournant dans cette histoire, pas simplement parce qu'il y a le terme open data qui naît, mais surtout parce que c'est un plaidoyer pour l'ouverture des données au niveau international. Sans cela, pensez-y, il n'y aurait jamais eu de rapport du GIEC, il n'y aurait jamais eu d'IPBES pour la biodiversité. Il s'agissait à l'époque de déclassifier des données satellitaires, de partager des données météorologiques, ce qui n'était pas le cas précédemment. J'en passe. Et donc, dès les années 70, il y a vraiment un mouvement que 90, pardon, il y a un mouvement, on l'a vu avec le web, qui est gratuit et libre d'accès, un mouvement visant à libérer finalement d'une logique marchande et permettre une diffusion large des publications scientifiques. Ce sera le cas, notamment, je donne aussi encore à nouveau quelques précurseurs, mais un chercheur à Los Alamos, Paul Ginsberg, crée la première plateforme d'archives pour cela, et non, il le fait pour sa discipline, la physique. Ça deviendra Arxiv, pour ceux qui connaissent, où on y dépose même ses préprints. Et puis naissent aussi l'idée que les revues scientifiques peuvent être libres d'accès, avec notamment le chercheur en sciences cognitives Steven Arnard. Ces chercheurs et beaucoup d'autres en sont convaincus. Il y a de nombreux avantages à diffuser librement le fruit de ces travaux scientifiques. On va distinguer dans ce cas-là plusieurs types d'éditions. La voie verte, la voie gold. Dans le cas de la voie gold, on a un accès ouvert et gratuit pour les lecteurs, mais attention à ne pas faire d'impasse. Et ça ne veut pas dire que la publication est gratuite. En général, elle est même payante, elle est chère. Le budget de la recherche, non content de payer pour publier, doit parfois encore payer une deuxième fois pour que les articles soient maintenus en lecture et ne soient pas payants pour ces auteurs. Donc voilà, on va passer cette voie dorée, surtout pour arriver à la voie verte qui nous intéresse le plus, qui est celle intéressante où la diffusion est effectivement libre et gratuite, quelles que soient les revues scientifiques dans lesquelles elles ont été éditées. Plus récemment, on parle de voie platine. Alors je passe très vite, mais en gros c'est une voie hybride qui voit effectivement un accès libre, mais des services de téléchargement qui, eux, vont être payants. Ou encore la voie diamant, qui est nouvelle aussi, mais qui s'intéresse effectivement aux revues libres et qui permet effectivement d'en créer à l'heure qu'il est. Et donc, c'est encore une fois le travail de décennies de défense et de plaidoyer qui aujourd'hui commence à payer. Donc, fin des années 90, on a des archives généralistes thématiques qui voient le jour. On comprend vite qu'il va falloir défendre cette interopérabilité entre ces plateformes, éviter de recréer des silos. Et donc, c'est l'Open Archive Initiative qui va en être garante. Et en France, c'est l'archive ouverte dédiée aux publications et plus largement toutes les communications utiles qui est la bien connue plateforme HAL pour hyperarticles en ligne que je pense aujourd'hui plus de 3/4, enfin vu les statistiques, plus de 3/4 des scientifiques français ont déjà utilisé. La même année, en 2001, sont créées les licences Creative Commons, on y reviendra. C'est une licence et un cadre qui permet un cadre juridique important pour le partage de ces données, et tout en maintenant effectivement des droits d'auteur qui, sans ça, pourraient, en fonction des cas, être abandonnés. Et à partir de 2002, de nombreux consortiums, déclarations, initiatives publiques défendent cet accès libre. Et en 2005 notamment, je cite cette fondation, ce mécène dans la recherche médicale qui est Wellcome Trust, qui a été le premier à obliger tout scientifique financé par ces moyens à ouvrir et publier ces données en accès libre. Ça a même été suivi en 2009 par une loi le demandant et l'obligeant aux USA. Voilà, sans contrainte. Et donc ça, c'est des précurseurs, mais viendront évidemment beaucoup.
Ouvrir la bibliothèque, c'est une avancée majeure, mais encore faut-il que ce soit suivi des faits. Et donc, ces articles, on va faire en sorte qu'ils le soient en promouvant le partage de ces données logicielles, notamment avec en 2010 une initiative européenne qui s'appelle OpenAir, qui met en place une organisation pour initier finalement des normes, des standards en la matière, pour développer des guides pratiques. Et notamment, ce sera suivi des faits par une collaboration avec le CERN en 2013, qui crée une des premières plateformes pour déposer des données, la plateforme Zenodo, et qui, encore aujourd'hui, a un grand succès auprès de vos communautés scientifiques, mais on y reviendra. Au niveau européen toujours, dans les années 2015, il y a une dizaine d'années, c'est une super instance qui est créée, qui est organisée pour permettre finalement de relier des outils naissants dans tous les pays européens. Ça s'appelle EOSC et c'est encore aujourd'hui le moteur de quelque chose où finalement nos infrastructures nationales deviennent des nœuds d'un système plus grand. Entre-temps, nombreux entrepôts de données ont été mis en place, certains privés, publics, d'autres nationaux, internationaux, généralistes ou thématiques. On en recense plus de 3000 à l'échelle mondiale. Ici, quelques exemples comme ça tirés de ceux qu'on connaît le mieux, et notamment Envers Recherche DataGouv, qui est né de l'accélération française, du cadre juridique français dont nous allons parler dans un instant, mais qui centralise, et c'est son intérêt, un certain nombre d'entrepôts institutionnels qui existaient auparavant, mais qui étaient dispersés. Alors nous parlons de confiance, justement, ces critères qui sont aujourd'hui à l'origine d'un certain nombre d'exclusions pour certains et de recommandations pour l'autre. Et comme vous le voyez à l'écran, c'est notamment la question de la gratuité ou la garantie de pérennité ou la localisation des données, si elles sont en Europe ou pas. Je pense aussi à la question de la modération. Ou du contrôle qualité de ces dépôts de données. Et bon, voilà, tout ça, par exemple, met Zenodo de côté parce que sur Zenodo, il n'y a pas de modération. Et du coup, la qualité de ce qui est déposé est malheureusement pas toujours à la hauteur. Et c'est pourquoi il faut, la recommandation que l'on peut faire encore aujourd'hui et que je fais cet après-midi, c'est de recommander les entrepôts institutionnels ou les entrepôts thématiques de confiance. Mais on va y venir, mais le partage de données, malheureusement, vous allez me dire, c'est déjà pas mal, mais ça ne suffit pas si on ne partage pas les codes et les logiciels qui vont avec, qui les produisent, qui les manipulent, qui les traitent. Si vous avez des données mais que vous êtes incapable de les utiliser, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc voilà, il s'avère indispensable de travailler là-dessus. Je vous mets ici le cycle de vie d'un service numérique et une référence utile pour cela. Mais comme pour les données, on a beaucoup de questions qui se posent sur finalement où se fait le stockage, qui contacter, qui est à l'origine de cette production, de sa qualité, de ses versions, etc., de sa maintenance. Tout ça est essentiel et voilà, je rentre pas dans le détail parce que c'est un webinaire en soi, mais en tout cas, il faut avoir ça en tête quand il s'agit de partager ces données. En même temps, il y a des solutions aujourd'hui pour ces logiciels de partage et notamment de travail collaboratif, puisque dès les années 2000, dès 1999, apparaissent ce qu'on appelle des forges. C'est vraiment des outils qui ont permis à des communautés de développeurs de se mettre en place et de travailler ensemble. C'est porté vraiment par des militants au départ et c'est devenu aujourd'hui des outils qui sont utilisés par des centaines de millions de personnes et notamment GitLab qui est aujourd'hui l'outil issu du logiciel libre et qui a déjà une dizaine d'années d'existence. Pour ce qui est des institutions, on n'a pas attendu. Il y a des GitLab qui existaient, mais en 2025, vous avez désormais la possibilité d'utiliser une forge institutionnelle, celle de l'INRAE est sans doute l'une des premières. En tout cas, la boucle est bouclée, pour ainsi dire, avec des outils pour tout faire, de la publication à la gestion de logiciels.
Mais cela ne remplace pas la sauvegarde, voire l'archivage de ces logiciels qui, pour certains, vont avoir une vie et s'arrêter et à un moment donné ne plus être maintenus. Et donc il s'agit de les maintenir, enfin en tout cas de les archiver malgré tout parce que, et ça c'est né d'une initiative de l'INRIA, l'archivage dédié au code et au logiciel est en place depuis 2016 et reconnu par l'UNESCO avec une démarche vraiment ancrée dans une perspective de préservation d'un patrimoine qui est considéré comme essentiel. Encore faut-il que ce soit suivi d'effets là aussi. Et donc, j'en reviens au cadre légal. Les outils sont là, les besoins aussi. L'idéal est poursuivi depuis des décennies désormais. Mais pourtant, dans la pratique, on se confronte toujours à une acculturation qui est lente des communautés scientifiques, des acteurs économiques et sociaux aussi. Pourtant, les raisons sont assez simples à appréhender, être plus efficace, mieux valoriser et ne pas réinventer finalement ce qui existe déjà. Et donc en France, c'est en 2016, avec la loi pour une république numérique, que le cadre juridique évolue en profondeur, avec des plans nationaux qui vont suivre et un certain nombre d'actions qui vont être proposées, et notamment celle des infrastructures nationales qui étaient souvent axé sur le premier volet du cycle de vie des données, qui va s'orienter à partir de 2016 beaucoup plus sur le deuxième niveau, qui est l'enjeu d'archivage et d'ouverture, avec la structuration du partage de données. Je parlais de recherche DataGouv notamment, mais c'est pas simplement l'outil, c'est aussi mettre à disposition finalement un écosystème de choses pour accompagner, pour créer une transformation des pratiques et puis promouvoir aussi effectivement l'ouverture des codes, ce qui jusqu'ici n'était quasiment pas le cas dans les communautés scientifiques. C'est aussi des centres d'expertise qui vont être mis à disposition. Je pense à l'infrastructure Dataterra pour les sciences de la Terre et de l'environnement. Ça existait avant, mais voilà, l'objectif, c'est d'arriver à mettre tout le monde dans la même direction, tout comme pour les services, pour les sciences sociales, on a effectivement l'infrastructure Humanum qui est porteuse, en tout cas qui est le point d'achoppement. Les centres de ressources pour accompagner, on en a déjà cité quelques-uns, mais ici, je voudrais particulièrement évoquer Doranum, qui est vraiment une plateforme où vous retrouvez énormément d'informations et pour vous former sur ces questions de sciences ouvertes. Voilà, on va arriver à la question de l'ouverture de la donnée en tant que telle. Est-ce qu'une obligation? La réponse est tout simplement oui. On entend souvent la maxime aussi ouvert que possible et aussi fermé que nécessaire. En réalité, la règle de l'ouverture, elle ne connaît que peu d'exceptions. Son refus se doit d'être justifié très très précisément. Et donc voilà, je me permets de le dire parce que c'est vraiment, même y compris une question de recherche. Je pense notamment dans le projet à la mode du PEPR Fer Carbone, une étude poussée sur ces questions juridiques qui est menée aujourd'hui par Youssef Chati. Et c'est un sujet qui mériterait qu'on s'y attarde longuement, mais je vais juste parler du seul pan des données sensibles qui sont régies, au-delà des données de recherche, celle du règlement général de la protection des données. De quoi on parle? Des données à caractère personnel, permettant d'identifier des éléments propres à son identité physique, mais aussi psychologique, génétique, économique, culturelle ou sociale. Et dans le PEPR, on a un certain nombre de projets en lien avec des acteurs sur le terrain, notamment sur les pratiques agricoles, je pense, ou à des enquêtes sur les pratiques alimentaires, qui sont confrontés à des données sensibles et sont concernés par ce qui est décrit ici, c'est-à-dire les opérations vraiment qui sont menées sur ces données à caractère personnel et qui méritent une attention un petit peu plus forte que d'habitude, avec notamment des principes clés entre gestion et planification à l'ouverture des données qui adviendra à un moment donné. Il faut avoir tous ces principes en tête, notamment clarifier la finalité, c'est-à-dire qu'on ne collecte pas des données sans but,
On ne collecte que ce qui sert, pardon, et pas plus. On collecte aussi pour une durée déterminée. C'est pas quelque chose que l'on fait de manière complètement illimitée. Et puis surtout, on s'assure d'une confidentialité de ces données. Donc ça, on revient à la gestion de données où l'accès, la limite à l'accès de la donnée, là, pour le coup, elle est prépondérante. Et puis surtout, l'accord de consentement des personnes concernées doit être demandé formellement. Et donc voilà, j'ai quelques conseils à nouveau, mais sur lesquels je ne m'attarderai pas, où il y est question effectivement de trier, de gérer ces données particulièrement, d'imaginer des documentations qui soient adaptées à pouvoir rendre des comptes aux personnes qui sont derrière, et puis surtout recueillir le consentement, donc voilà, faire attention à ces questions. Nous arrivons sur les dernières minutes de cette présentation, mais du coup, faisons un point d'étape. Les outils, on les a vus hein, pour les données, comme pour les logiciels. On a HAL, on a le Recherche DataGouv, on a Software Heritage pour les logiciels. Sur HAL, comme sur Recherche DataGouv, vous allez pouvoir trouver un système de tri de vos données. On parle de collection sur HAL, et en l'occurrence, vous avez aujourd'hui une collection fer carbone. N'hésitez pas à aller voir à quoi ça ressemble et quelles sont les données d'ores et déjà, les publications d'ores et déjà présentes, à condition que ces publications elles aient été bien référencées auparavant. Et donc, vous avez, quand vous rentrez votre publication, quand vous voulez déposer votre publication, un certain nombre de formulaires avec un certain nombre de champs à remplir. Il s'agit de bien mentionner fer carbone dans les bons endroits, que ce soit dans le résumé, dans le sous-titre, dans les mots-clés, pour que ceci soit bien finalement trié, sélectionné dans la collection. De la même façon, pour les données, il s'agit d'abord de faire le choix de l'entrepôt. Et donc, en dehors des entrepôts thématiques qui peuvent vous concerner, il y a aujourd'hui des entrepôts institutionnels pour tout le monde. Et de la même façon, il s'agit de remplir un formulaire dans lequel vous remplissez le titre, le résumé, les mots-clés associés à votre dépôt de données, à votre jeu de données. Et vous allez là aussi faire attention à bien référencer fer carbone à l'intérieur de ces champs. Ces informations descriptives de vos travaux et de vos données, ce sont des métadonnées. Donc c'est des données sur les données elles-mêmes, et sans ces métadonnées, il serait impossible de différencier une publication plutôt qu'une autre. Voilà, toutes les boîtes de conserve, les unes à côté des autres, sans pouvoir les différencier. Avec vos données, avec vos métadonnées, pardon, on a finalement des données qui sont enrichies. À noter, les métadonnées peuvent être aussi embarquées, c'est-à-dire attachées aux données automatiquement dès leur production. C'est le cas, par exemple, d'une donnée d'un capteur avec la temporisation de la mesure, l'indication des caractéristiques du capteur, etc. Là, on parle effectivement de métadonnées embarquées. Ces métadonnées, elles sont essentielles et malheureusement souvent négligées, mais sans elles, on n'a pas de compréhension de ce que sont les données et on n'a pas de capacité à réellement les réutiliser dans de bonnes conditions et en premier lieu même de les trouver. Mais cela ne suffit pas et c'est pourquoi on a inventé le principe des identifiants pérennes. Vous connaissez sans doute ça, mais je me permets de le rappeler. L'idée, c'est de finalement associer à vos données à une carte d'identité ou à vos logiciels. C'est pareil avec les software hash identifiers. L'idée, c'est que ces données, elles aient finalement une seule adresse, une seule carte d'identité qui les suit partout où qu'elle soit. Et là encore, c'est intéressant d'avoir cette identité à vos données parce que finalement, vous allez pouvoir les placer dans un entrepôt, donc sur une étagère. Imaginons que vous soyez dans un supermarché, elles sont sur une étagère, vous avez déposé cette donnée, elle a sa petite adresse. La bonne pratique, c'est de la rendre trouvable, c'est-à-dire donc de référencer le DOI dans votre publication
et lier du coup ces données à votre publication en le faisant. Mais de la même façon, placer le DEI de vos données dans votre publication, c'est faire de même dans l'autre sens. L'idée, c'est qu'elles pointent les unes vers les autres. Et dès lors, on a effectivement un processus où elles vont être trouvables et accessibles, quel que soit le supermarché. J'ai dit, il y en a plus de 3000 à l'échelle mondiale dans lequel elles ont été déposées. Une bonne chose pour poursuivre dans l'identification de ces données, c'est de les relier à vous-même, avec votre propre identité numérique. Là aussi, chaque chercheur a une recommandation qui lui est faite, effectivement, d'être référencé, notamment en France auprès de l'organisme Orchidée. Et puis, pour ce qui est de votre institution, d'être aussi référencé dans le registre mondial ROR. Ça commence à devenir, à être le cas un petit peu partout, mais voilà, si ce n'est pas encore le cas de votre institution, ce sera bientôt le cas. Petite incise, il est crucial que ces données puissent être comprises par ceux qui les cherchent et les récupèrent. Donc voilà, pensez bien à rajouter un petit readme, une petite explication sur les variables et le nommage de vos données, c'est toujours utile. Mieux encore, si vous avez, avec vos collaborateurs, envie d'expliquer comment ces données ont été récupérées, pourquoi elles ont été produites, pourquoi elles ont été organisées d'une manière spécifique, pourquoi elles ont été dérivées, comment elles ont été dérivées. En gros, tout le travail que vous faites au quotidien, ce travail accompli, il a vocation à se retrouver dans un data paper, et sachez que ce data paper, c'est un article comme un autre, comptabilisé dans votre évaluation au même titre qu'un article scientifique. Et en plus, c'est vraiment utile à tous ceux qui vont derrière utiliser vos données et vont savoir finalement quel travail a été fait et quel travail n'est plus à faire. Enfin, cette donnée, on l'évoquait, pour être réutilisée, encore faut-il que vous ayez, vous, mentionné dans quelles conditions c'était possible. Et la solution en la matière, c'est de rattacher à votre dépôt de données, à vos données, une licence. Et donc j'évoque aujourd'hui les licences Creative Commons, c'est celles qui me semblent les plus adaptées aux données de recherche. Il faut spécifier laquelle vous autorisez, laquelle vous utilisez, notamment est-ce que vous autorisez une utilisation commerciale ou pas, ou est-ce que vous autorisez le fait de modifier ces données à l'avenir ou pas. Vous et vous seul décidez de ces droits et ce que vous réservez comme droit, ce que vous réservez finalement comme droit sur ces données, y compris en retardant la date à laquelle ces données vont être téléchargeables par autrui. C'est ce qu'on appelle l'embargo. Voilà, je ne rentre pas dans le détail, mais il est aujourd'hui possible de dire voilà, je veux que mes données, elles sont déposées, elles sont visibles, elles existent, elles sont accessibles, mais pas encore téléchargeables, et parce que j'attends que la publication soit sortie, j'attends que mon projet soit terminé, j'attends que le prochain projet soit commencé pour pouvoir laisser à autrui le soin de réutiliser ces données et reproduire les résultats, puisque c'est finalement un des objectifs aussi, c'est de rendre la capacité à d'autres reproduire ces résultats. Enfin, il s'agit de rendre ces données réellement réutilisables en faisant en sorte que la plupart du temps, elles soient sur un format ouvert. Voilà, je ne rentre pas dans le détail, mais il s'agit effectivement une donnée de pouvoir être utilisée d'un ordinateur à un autre sans aucune contrainte, sans avoir à payer quoi que ce soit, aucun abonnement à un logiciel, etc., etc. Et à partir de là, vous avez rempli toutes les conditions, un partage optimal pour vos données et pour que tout ça soit utile à la fois vos collègues et puis dans la durée. La boucle est bouclée, le cycle de vie de la donnée peut reprendre à partir de là avec des données qui vont servir à la communauté scientifique.
Merci de votre attention. Voilà, j'ai essayé de faire le tour de tout ce sujet, mais sachez qu'il existe énormément de ressources. Et en l'occurrence d'Oranum ou Ouvrir la science en font partie, mais il y en a bien entendu beaucoup d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les voir, et puis je suis à votre disposition pour des questions si vous en avez. Merci Jérôme. Donc, est-ce que vous avez des questions? Moi, j'avais une petite question éventuellement. Vas-y. Euh, du coup, pour un jeu donné, on peut avoir un DOI associé. C'est Oui, ça l'identifiant unique qui est utilisé. exactement, OK. exactement. Et du coup, quand on dépose un jeu donné sur un des entrepôts choisis, ça nous donne automatiquement un DOI. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Souvent d'ailleurs, c'est presque une, une action qui vous est, qui vous est rendue obligatoire du fait que certaines revues demandent un DOI à ces données. Donc voilà, on va se dépêcher de déposer ces données pour obtenir un DOI, donc cet identifiant pour son jeu de données, pour pouvoir finaliser le travail de publication de son article scientifique. Oui, Mais, d'accord. voilà, mais sachez que voilà, en dehors de cette obligation-là, le jeu de données, bah, quand il est déposé à un seul endroit pour avoir un seul DOI. Vous ne le déposez pas à plusieurs endroits, vous le déposez à un seul endroit. Il a un DOI et ce DOI le suit toute sa vie. Alors, aujourd'hui, ils sont garantis sur une période d'une trentaine d'années. Pas forcément au-delà de 30 ans, mais c'est parce que aujourd'hui, le service international qui crée les DOI ne propose qu'une durée de vie de quelques décennies, et au-delà ne peuvent pas forcément en garantir la pérennité. Mais déjà sur 30 ans, vous avez une certitude que votre jeu de données il sera là, il sera déposé, il existera. Et puis il peut toujours, c'est une question qu'on me pose aussi. Je vais un peu plus loin, Joséphine, que ta question, mais il peut être versionné, c'est-à-dire que si tu as un jeu de données que toi-même tu fais évoluer dans le temps, tu peux versionner ton dépôt. Le DO, il ne changera pas. Éventuellement, il aura un petit ajout d'un numéro ou de voilà, quelque chose qui le suit, mais ce DOI restera toujours le même si le jeu de données lui-même reste le même. Et du coup, est-ce que si tu le mets sur Dataterra ou Data, pourquoi il y a Dataterra et DataGouv? Est-ce que tu peux nous réexpliquer la différence? On parle de choses différentes. C'est-à-dire que Dataterra, c'est une infrastructure de recherche qui finalement vient organiser, structurer des observations, des observatoires qui vont effectivement stocker de manière longue des données. Les recherches DataGouv, c'est l'ouverture de la donnée. Donc, c'est des jeux de données sélectionnés. On n'est pas sur des données brutes, on est sur des données consolidées liées à des publications scientifiques ou non, mais en tout cas des données qui ont vocation à être ouvertes. Toute donnée brute n'est pas forcément à ouvrir. La question, c'est bien celle d'ouvrir des données qui sont consolidées, et dans les services d'observation, avoir des bases de données qui, elles, récoltent et maintiennent des données brutes sur le long terme. Mais euh, est-ce que Dataterra peut aussi est ouverte à tous et peut stocker des données qui viennent d'un peu n'importe où? Dataterra, non? Bah après, Dataterra, c'est encore une fois, c'est vrai que c'est dans ce système, vous avez des infrastructures de recherche qui sont des entre guillemets des points d'entrée, des guichets et des organisateurs, des structurateurs d'observatoires qui peuvent être nombreux. Et effectivement, en fonction des thématiques, il y a des pôles qui vont être différents. Dans Dataterra, on retrouve aujourd'hui 5 pôles, allant du pôle peut-être qu'on connaît le mieux nous, qui est celui d'Oscar Teilhard sur les observations de la zone critique,
Donc plutôt sciences de la Terre, environnement, etc. Et puis d'autres pôles qui vont être sur d'autres thématiques comme Audatis qui va être sur les données océaniques par exemple. Et Gaïa, Gaïa Mais là-dedans. dans le pôle Audatis, tu as des observatoires divers et variés aussi, mais qui, d'une certaine façon, sont des infrastructures de recherche qui travaillent ensemble et cette infrastructure a vocation à plus ou moins mettre ensemble un certain nombre de services, à mettre ensemble une plateforme qui catalogue, qui recense l'ensemble des données existantes, mais sans forcément avoir un seul endroit de stockage. Chaque observatoire va avoir ses propres outils, ses propres bases de données. Et Gaïa, est-ce que ça fait partie de Dataterra, Gaïa? Gaia Data, c'est un projet en cours qui vise en fait de la même façon à finalement rassembler des objectifs communs à Dataterra et d'autres, notamment le pôle national des données en biodiversité, mais aussi Climérie, des données climatiques. L'idée, c'est d'avoir un outil, une plateforme qui recense et propose des services à finalement une communauté encore plus élargie que Dataterra. Mais Dataterra est un élément de Gaia Data. Et par exemple, imaginons qu'on a une infrastructure de recherche du genre ICOS. Alors, ICOS, il va mettre ses données quelque part. Je ne sais pas où est-ce qu'il va les mettre. Sur Dataterra, peut-être? Je ne sais pas. Oui, indirectement, ICOS, en tout cas ICOS France, est une infrastructure de recherche qui participe de la vie de Dataterra, tout à fait, est intégrée à la vie de Dataterra. Et après, on peut récupérer sur Dataterra les données d'ICOS et on peut les récupérer pour en faire d'autres choses. En fait, si tu vas sur le site de l'infrastructure Dataterra, tu vas retrouver effectivement des catalogues dans lesquels tu vas pouvoir effectivement accéder à la connaissance des données disponibles dans les observatoires. Et après, libre à toi d'aller sur le site d'ICOS pour retrouver les données d'ICOS ou sur le site de ANAE pour retrouver les données d'ANAE, de l'infrastructure ANAE, etc., etc. Mais Dataterra va cataloguer, mais ce n'est pas le Dataterra lui-même qui vient à récupérer toutes les données. Il n'y a pas de doublon, c'est juste une porte, un guichet un peu unifié avec des services, des équipes derrière qui peuvent aussi accompagner, parce que Dataterra, il y a une offre de services en dehors des données elles-mêmes et du catalogue de connaissances de l'information liée à ces données. Et sinon, j'avais une question sur HAL. Parce que quand on quand on fait une publication, on l'envoie à un journal et le journal nous donne un DOI. Et Oui. ce DOI-là et cette première épreuve qu'on peut mettre dans HAL, c'est ça? C'est toujours le même DOI, en fait, hein. Tu as un DOI associé à tes données, effectivement, et ces données, c'est des données qui sont, je dirais, les preuves, en tout cas, qui justifient le résultat de ton travail que tu publies dans ton article scientifique. Et donc, en général, oui, il faut le mettre le DOI dans la publication scientifique pour qu'elle soit reliée à ces données, pour que les reviewers sachent où trouver les données et éventuellement avoir un regard plus précis que ce qu'on peut trouver dans l'article scientifique où en général on a une version très très limitée de ces données. Et en général que la visualisation du résultat et pas forcément les données elles-mêmes. Et c'est pour ça que c'est important de relier les deux. Merci, Jérôme. Est-ce que Je vous t'en avez prie. encore des questions? Ah, François. Ah, tu as ton On micro. t'entend pas, François. Pardon. Merci Jérôme. Oui, j'ai deux questions. J'ai pas bien compris pourquoi tu avais mis une croix rouge sur Zenodo, quelle était la raison. Et puis si à l'avenir on s'aperçoit que voilà, on avait déposé sur un espace, et est-ce qu'on peut redéposer ailleurs? Et comment ça se gère ça? Alors, je réponds d'abord à ta deuxième question. Si ton jeu de données a été déposé quelque part et qu'il a un DOI, il ne sera pas déposé autre part. C'est tout. Il est déposé à un seul endroit. Par contre, par exemple, sur Recherche DataGouv, si tu déposes sur Data INRAE,
si toi ta tutelle c'est INRAE, tu déposes sur Data INRAE, il est possible de faire un lien vers un autre entrepôt dans Recherche DataGouv, mais qui va dupliquer simplement la fiche d'information, mais pas les données. Et donc la fiche d'information, la fiche de métadonnées, elle peut se retrouver dans tous les catalogues du monde entier, mais les données, par contre, elles sont à un endroit seulement. Ça, c'est pour la deuxième question. Et la première, concernant Zenodo, effectivement, Zenodo, il est sorti un peu de la liste sur le critère notamment de modération. Il n'existe aucune modération des données qui sont déposées sur Zenodo. Donc, tu retrouves sur Zenodo tout et n'importe quoi. Pas que seulement des données, d'ailleurs, scientifiques ou de recherche. Donc, en fait, ce contrôle-là de qualité et de modération, est inexistant sur Zenodo. Malheureusement, il conduit un certain nombre de data managers comme moi ou d'institutions à dire non, c'est vrai que c'est facile et du coup vous obtenez un DEI en 3 clics sans que personne ne vienne vérifier votre dépôt. Mais voilà, malheureusement, c'est un critère qui semble quand même assez important. C'est-à-dire un entrepôt aujourd'hui dit de confiance se doit d'assurer un contrôle sur ce qui est déposé ou pas. Et je pense qu'en tant que scientifique, vous comprenez cette logique, Bien mais sûr, voilà. merci. Et donc c'est ça qui fait sortir Zenodo du lot. D'accord, merci. Est-ce que vous avez encore des questions, une ou deux questions? J'ai une Il est petite déjà question. 14h38. Pierre. En fait, peut-être je rebondis sur ce qu'a dit François. Et dans ta présentation, ce que je trouve frappant, c'est que donc quand tu mets sur une frise historique, en fait, ça évolue très rapidement. Et bon, moi, en tant qu'utilisateur moyennement averti, ce que j'aimerais bien, c'est un guide des bonnes pratiques. Mais alors le problème, c'est que en fait, j'ai l'impression qu'il peut pas exister parce que ça évolue trop vite. Et donc, ce qui était vertueux, typiquement déposé sur Zenodo il y a quelques années, tout d'un coup, ça l'est plus. Et donc, finalement, il faut que chacun se fasse une culture et décide, suivant en utilisant son sens critique, pour faire un choix qui peut pas être institutionnel. Donc, enfin, c'est pas simple, quoi. Oui, je te l'accorde. Après, on peut quand même noter une volonté des infrastructures nationales, disons, pour simplifier les choses. C'est-à-dire que Recherche DataGouv, où tu retrouves finalement tous les grands entrepôts institutionnels et d'autres, ça a vocation à devenir un guichet unique où les choses sont simples, où les habitudes peuvent être prises, où on peut effectivement petit à petit commencer à identifier les bonnes pratiques et les rendre disponibles. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui avance doucement. Et c'est en lien avec la question de Patricia sur les infrastructures de recherche, allant des observatoires jusqu'à ces projets un petit peu centralisateurs que sont Dataterra, demain Gaia Data, et qui vont offrir un certain nombre de services. Ceux-là, ils ont la même vocation à être d'une certaine façon reliés à ce qui se fait au niveau européen, où j'ai parlé d'EOSC, où EOSC, finalement, aujourd'hui, il va fonder son travail et se baser sur des infrastructures existantes. Et Dataterra, par exemple, candidate à être le nœud français des données françaises dans le cadre de ce système européen qui est EOSC. Et donc demain, tu as encore un niveau supplémentaire à l'échelon international qui sera connecté avec des standards, avec des pratiques qui ont vocation à être les mêmes pour tout le monde. Et puis aussi, surtout rendre les données interopérables à tous les systèmes. C'est-à-dire que ta donnée, elle soit, encore une fois, dans un corpus de données qui soit le plus européen possible pour que chaque pays contribue à quelque chose de cohérent à cette échelle. Et sûrement que un certain nombre de projets, on parlait des projets climatiques notamment, mais d'autres ont intérêt. C'est le cas dans le PEPR aussi, avec, je pense, le projet SLAMB qui
qui a comme objectif aussi identifié de mettre à l'échelle un certain nombre de ces modélisations sur des échelles qui peuvent être européennes pour certaines. Et donc ça, il faut des données qui soient les plus interopérables possibles entre un pays et un autre. Si tu as des données qui ne le sont pas, ça ne marche pas. Et ça me fait penser à autre chose auquel on se frotte avec à la mode, c'est quand tu harmonises des données entre différents pays, et qu'après tu veux déposer ça. Ce qui est pratique avec Zenodo, c'est que c'est un terrain neutre. Mm. Alors que expliquer aux collègues suédois que ce sera déposé sur Recherche DataGouv, bon, on verra. On verra comment ça se passe. Tout à fait. Ok, bah merci beaucoup. C'est une bonne conclusion. Merci Patricia. Pierre, pour cette conclusion. On va conclure, hein, il est 15 heures. Donc merci beaucoup Jérôme. Elle est donc, Ça, non, non, en Afrique. je ne sais pas ce que c'était. Euh, en tout cas, voilà, ça a été enregistré et c'est disponible sur la chaîne YouTube de Faire Carbone, je crois. Et voilà, merci beaucoup. Puis on va réfléchir à d'autres, peut-être à d'autres séminaires où on pourrait éventuellement, plus peut-être sous forme d'atelier, c'est-à-dire on vient avec sa publication, on veut la mettre dans HAL, par exemple, comme ça, on affronte voilà, toutes les verrous, les barrières qu'il y a pour rentrer dans HAL pour ceux qui veulent, ou on arrive avec son jeu de données, on veut le mettre dans DataGouv ou dans Dataterra. Je ne sais pas si ce genre de choses pourrait peut-être intéresser. On va voir avec voilà, les chercheurs de Faire Carbone, les participants. Est-ce qu'ils ont envie de ce genre de webinaire aussi qui soit plus pratique en fait. En tout cas, merci beaucoup pour ces webinaires, Jérôme, qui étaient très intéressants. Merci pour ton investissement et puis à très bientôt à tout le monde. Alors, merci. 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 Merci, bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.